Bonjour. Voilà, nous commençons la deuxième partie de journée avec cette conférence débat qui s'appelle Assurer une alimentation bonne, saine, durable et accessible pour toutes et tous. Donc, je suis Dominique Picard, je travaille en tant que bénévole, mais pour le Labo de l'économie sociale et solidaire sur ces questions autour de l'alimentation et de l'agriculture durable. Et nous avons produit un document que vous retrouverez, si vous le souhaitez, sur le site du Labo de l'ESS, qui s'appelle « Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès de toutes et tous à l'alimentation de qualité ». Alors, pourquoi ce débat, justement, qui vient complètement dans la lignée de ce travail, et je parle de ce travail, mais au fond, on voit bien que c'est une question que beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le terrain, dans les territoires, prennent à bras-le-corps cette question, effectivement, d'assurer l'alimentation, notamment pour tous et toutes. Cette question, elle est devenue d'autant plus cruciale, on l'a vu dans le cadre de la crise du Covid, depuis le mois de mars, où je sors la question je suis ressortie, je l'ai refermé. Manon, on vous entend. La question de l'alimentation est devenue un problème très, très important, puisque bon nombre de personnes, avec la précarité économique qu'elles ont connue aussi, avec aussi la fermeture à l'époque des cantines scolaires, sont tombées, on va dire, dans la pauvreté. C'est-à-dire, on voit bien que ce sont des personnes qui sont déjà au fil du rasoir et la moindre fait qu'elles basculent dans la pauvreté, et on voit bien que la question de la précarité alimentaire est d'autant plus importante que c'est en gros la variable d'ajustement, c'est-à-dire on paye d'abord son loyer, on paye le chauffage, l'électricité, etc. Et puis on fait avec le reste à vivre. Alors dernièrement, j'ai eu l'occasion, par exemple, d'assister à une table ronde où des personnes d'ATD Carmonde nous disaient comment elles arrivaient à vivre avec 54 € par mois. Donc, on voit bien combien cette question, elle est compliquée, l'accès effectivement à une alimentation. Et non seulement, effectivement, il y a les recours à l'aide alimentaire qui ont été massifs et qui continuent à être importants, puisque de plus en plus de personnes sont dans cette situation de pauvreté de manière importante, et on voit bien combien ce sujet est tout à fait d'actualité. Mais il y a aussi cette question de se dire, oui, l'accès à l'alimentation, c'est une chose. Pour autant, il y a une demande très forte aussi d'accès à l'alimentation de qualité, c'est-à-dire de ne pas manger n'importe quoi, n'importe comment, mais ce droit à l'alimentation de qualité pour tous. C'est une vraie question qui est difficile à résoudre aujourd'hui, mais que nous devons effectivement, porter de manière importante sur le devant de la scène. Donc, comment concilier effectivement le fait qu'on veut majoritairement manger bien et qu'en même temps, pour une grande partie de la population, c'est une question qui devient compliquée. J'ai demandé, alors du coup, pour cette conférence débat, j'ai demandé à 5 personnes de pouvoir intervenir sur ce sujet avec des points de vue différents qui viendront se compléter. Et je vais commencer par Philippe Lemanceau, qui est directeur à l'INRA, qui est partenaire du projet de système alimentaire durable de la métropole de Dijon, qui a été lauréate du dispositif TIGA, qui veut dire Territoire d'innovation grande ambition, et visant à développer le système alimentaire durable de 2030 sur le territoire. Et nous avions déjà invité Philippe l'année dernière à ces mêmes journées de l'économie autrement, et commencé à démarrer finalement cette démarche. Et ce qui me paraissait intéressant, important, ça serait de nous dire un peu aujourd'hui où vous en êtes sur le territoire par rapport à ce projet TIGA. Alors, on va nous quitter à 15 h. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire, à utiliser à vous mettre sur la petite étiquette question, de façon à ce qu'ils puissent y répondre avant qu'ils ne partent. Ok, merci Dominique, merci à tous et à toutes. Je précise, je suis directeur d'une unité de recherche en agroécologie encore pour quelques mois. Et maintenant, je suis également vice-président de la métropole
en charge de la transition alimentaire. Et si je dois vous quitter à 15 heures tout à l'heure, c'est justement parce que je préside avec les élus et avec les services une rencontre sur le volet social de notre projet TIGA et en particulier sur l'aide alimentaire. Alors bon, où on en est, je peux peut-être rappeler quand même peut-être en 2 mots de quoi il est question, puisque peut-être qu'un certain nombre de participants n'ont pas forcément suivi l'épisode précédent de l'il y a 1 an. On a été effectivement, la métropole a été effectivement lauréat d'un appel d'offres national du PIA 3, territoire d'innovation, et ce projet a pour vocation à démontrer à l'échelle territoriale que la transition alimentaire de l'amont vers l'aval est possible et que l'approche territoriale représente un atout pour à la fois l'environnement, mais également l'activité économique, mais également la cohésion sociale. Et donc, quand on parle de cohésion sociale, il y a tout le volet effectivement aide alimentaire, mais de façon plus générale, faire en sorte que ces produits de qualité qu'on attend de cette transition soient accessibles pour tous et pour toutes, pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes dijonnais et dijonnaises, et y compris pour ce qu'on appelle les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes précaires, mais également les personnes âgées et les personnes malades. Voilà, je ne sais pas si je peux en dire plus à ce stade ou s'il y a déjà éventuellement des questions. Ou, non, il n'y a pas de questions pour le moment. Mais oui. Par contre, ce qui serait intéressant, ça serait de savoir, quand on veut mettre en place un projet d'une telle envergure quand même, hein, puisque c'est un projet de grande ambition, c'est de savoir comment ça se passe finalement sur le terrain, c'est-à-dire quelles sont les difficultés éventuellement auxquelles on peut être confronté, quels sont les éléments moteurs au contraire pour avancer, et comment les populations en difficulté sont-elles prises en compte dans ce cadre-là. Voilà, alors effectivement je peux préciser, simplement le principe fondateur du projet, c'est que le mieux manger doit promouvoir le mieux produire, et que le mieux produire permet le mieux manger. Et que, en fait, la transition agroécologique que l'on propose repose sur un certain nombre d'innovations qui nous permettent d'ores et déjà de pouvoir concevoir des systèmes de production à faible intrant avec un rendement économique équivalent à ceux des producteurs de la même région qui sont en conventionnel. De telle sorte que une simple légère augmentation du prix unitaire des produits vendus permet, côté agriculteur, d'avoir une meilleure rétribution et permet aussi d'avoir une meilleure reconnaissance sociale. Donc là, aujourd'hui, on ne parle pas du côté producteur, hein, mais si on est dans une logique de cohésion sociale sur un territoire, c'est aussi une dimension importante. Une rétribution du travail, et une meilleure considération sociale et donc une meilleure cohésion sociale. Le fait que les produits soient juste légèrement plus chers doit permettre à tous et à toutes de pouvoir y accéder. Pour les populations précaires, je reviendrai dans un instant comment, parce que en même temps, le mieux manger, c'est pas que des meilleurs produits. C'est aussi une modification du régime alimentaire. C'est-à-dire, on fait manger peut-être moins, vu l'exercice physique que l'on fait, remplacer des protéines animales par des protéines végétales. Les légumineuses sont au cœur du sujet et ainsi, à budget équivalent, avoir une alimentation de meilleure qualité. Alors, pour les populations précaires, et ça vient l'objet de toute la réflexion qu'on va entreprendre ici, enfin discuter dans un instant. Je vois qu'il y a mon collègue et ami là qui est rentré déjà dans la salle, qui est responsable de la restauration collective de Dijon Métropole. Dijon sert 8000 repas par jour pour les enfants de maternelle et élémentaire.
ces repas atteignent d'ores et déjà la loi Egalim. Et si, avec ces produits labellisés sur le principe que je viens d'indiquer précédemment, on augmente ces produits encore au-delà des 50%, ça sera possible justement parce que le prix des produits, de ces produits de qualité, n'est pas trop élevé. Et tu l'indiquais, Dominique, hein, que pendant la première vague de confinement, lorsque les enfants n'avaient pas accès à la cantine, ça représentait des difficultés majeures pour certains parents et pour les enfants. Et à Dijon Métropole, à Dijon, le prix des repas, le prix du repas, c'est 12, un peu plus de 12 euros. Hein, pour les familles les plus défavorisées, il ne leur est demandé, entre guillemets, que 50 centimes par repas. Et les familles qui sont vraiment dans la mouise peuvent même éventuellement ne pas payer le repas. Donc, ça, c'est une dimension importante. Il y en a d'autres. Je pourrais y revenir si tu le souhaites. Voilà, merci Philippe, d'autant plus que nous avons d'autres intervenants qui reviendront effectivement sur ces questions, tant avec Laurent sur les questions de la restauration collective que Philippe effectivement sur les questions du changement aussi d'alimentation, mais aussi avec nos autres partenaires. Alors j'ai des questions. Une question qui était sur l'éternel problème des intermédiaires de la distribution entre producteurs locaux bio et consommateurs. Donc, comment cette question, elle est abordée Donc, en fait, c'est une question importante. En fait, la logique de notre système de transition alimentaire, c'est de privilégier les circuits courts. C'est de privilégier une consommation locale de produits locaux. En fait, mais je reviens un petit peu à mon propos précédent, c'est au-delà du fait que ces produits soient locaux, on veut avoir un contrôle de la qualité des produits et de la qualité de l'environnement dans lequel ils sont obtenus. Parce que ce qui est local est pas nécessairement forcément meilleur. Et que donc, pour le consommateur, il a une attente de produits locaux, mais il a aussi une attente sur les enjeux environnementaux climatiques. Bon, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on garde ça aussi quand même un petit peu en tête. Et puis, des enjeux de qualité, puisqu'il s'agit bien d'avoir une production de qualité pour tous. Donc, la petite augmentation de prix que j'évoquais tout à l'heure, après, on l'a répartie sur la chaîne de valeur. Mais cette chaîne de valeur est réduite nécessairement puisque, en fait, on est sur un approvisionnement local. L'approvisionnement local pouvant d'ailleurs passer par des supermarchés. Hein. C'est pas que le petit marché de proximité, etc. Notre ambition, c'est bien aussi que ça puisse toucher le plus grand nombre, que ça soit accessible pour tous. Accessible, c'est le prix, mais c'est aussi la proximité pour le coup. Hein. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, je pense. Alors, j'ai pas mal de questions qui arrivent, mais on n'aura peut-être pas le temps de toutes les traiter. Alors, il y avait la place, effectivement, c'était aussi l'objet de ma question des citoyens dans le projet TIGA, c'est-à-dire quelles actions, quels dispositifs sont mis en place dans le projet TIGA pour qu'ils puissent intervenir. Il y a aussi une question sur est-ce que ce projet de système alimentaire durable prépare la métropole à une autonomie alimentaire ? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'autonomie alimentaire? Est-ce que c'est ça l'objectif? Quelles sont les limites éventuellement? Une question sur les relations avec les industries agroalimentaires. Une question sur que représentent les 12 euros? Prix de la matière première plus coût de préparation plus coût du service, point d'interrogation. Bon, alors ça fait beaucoup de questions. Et alors, puis, je commence par laquelle? Voilà, alors ça fait. Bon, on va peut-être arrêter les questions-là parce qu'il faut qu'on puisse passer aux autres. On va répondre tout de suite au prix du repas. Et je parle sous contrôle de mon collègue et ami Jean-Michel Grenier, responsable de la restauration collective. Le prix de repas de 12 euros couvre l'ensemble des frais, c'est-à-dire approvisionnement, préparation, distribution, personnel et animation. Voilà.
Bon, donc il y avait une autre question. Merci Jean-Michel. Il y avait une autre question sur les citoyens. Alors, les citoyens, ils sont au cœur du projet. Hein. Les citoyens, ils doivent être bénéficiaires, mais ils sont en même temps acteurs de la transition. Parce que, outre la restauration captive dont on parlait il y a un instant, c'est bien par leurs actes d'achat que les citoyens vont faire évoluer le système. Donc, on a entrepris, et cet après-midi, justement, c'est aussi l'objet de cette rencontre, une réflexion sur comment impliquer les citoyens, comment écouter les citoyens, comment communiquer avec les citoyens, comment les associer à la gouvernance du projet. Donc, dans le projet tel qu'il a été soumis et sélectionné, il y a une instance de gouvernance, et dans cette instance de gouvernance, il y a un comité des usagers, qui sont les citoyens. Dans la mise en place de ce label que j'évoquais précédemment, et pour déterminer les critères et les seuils, il y aura plusieurs collèges, dont un collège citoyen. Mais c'est pas suffisant. On veut aller au-delà. On veut communiquer. Et la communication, elle doit être adaptée aussi en fonction du public auquel on s'adresse. Et donc, il y a toute une logique aussi de communication et d'interaction en relais avec les différents quartiers, en relation avec, par exemple, les maisons pour tous. À Dijon, bon, je ne sais pas si dans l'audience il y a des collègues qui connaissent Dijon, mais il y a un quartier où il y a une population vulnérable plus importante qui se trouve être à Fontaine-Douche. Il y a une maison de quartier qui s'appelle la Maison Phare. Et dans cette Maison Phare, par exemple, on a un atelier cuisine pour les populations présentes sur ce quartier pour apprendre, par exemple, un certain nombre de recettes, partager le fait de faire des recettes ensemble, les manger ensemble et valoriser mieux, par exemple, les légumineuses. Alors, sur les populations précaires, il y a des mesures d'accompagnement parce que tout à l'heure, je disais, l'objectif, c'est de manger au même prix. Mais pour les populations précaires, et tu le rappelais, Dominique, avec ce rapport de ATD Quart Monde que je connais bien, il se trouve que ATD Quart Monde est associé à nos réflexions citoyennes. Eh bien, c'est simplement d'avoir accès à l'essentiel. Et donc, dans la démarche que l'on engage, et il y a une action qui porte sur des coupons repas pour les populations les plus précaires, qui s'accompagne d'un apprentissage à gérer un budget en fonction de l'achat de produits bruts et en les mettant, en les rendant disponibles, en particulier dans les épiceries solidaires, via une réflexion qu'on a avec une légumerie en ce moment, et donc apprentissage des recettes correspondantes ensuite, en particulier dans ce type de maison pour tous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme autre question. Il y a d'autres questions, effectivement. Alors, notamment par rapport à est-ce que l'agglo vise l'autonomie alimentaire? Ah non. Donc, depuis le départ, moi, autonomie alimentaire, c'est un terme que je proscris. Il n'est pas. En plus, autonomie, ça a parfois une connotation qui peut être un petit peu de repli sur soi, et donc il n'est pas question de ça. Il est question d'augmenter l'approvisionnement local. En ce moment, on est en train de rechercher sur Dijon et dans les communes environnantes, et on a très bon retour des maires, des terres qu'on pourrait remettre à l'agriculture. Et ça fait partie du plan d'urbanisation réfléchi au niveau de la métropole. Mais cet approvisionnement, il se fait aussi avec les territoires associés. Donc c'est pas simplement le bastion de la métropole. Là, il se fait avec les territoires associés. On a par exemple encore à nouveau avec la restauration collective, d'ores et déjà un accord avec des territoires de l'Aussois et du Châtillonnais pour l'approvisionnement de viande de bonne qualité. Et on est dans une logique donnant-donnant, gagnant-gagnant. Mais évidemment que pour charcuterie, par exemple, on n'a rien en charcuterie. Enfin, de toute façon, c'est pas la philosophie d'être sur de l'autonomie. Hein. La philosophie, c'est d'augmenter l'approvisionnement local. Merci Philippe.
Bon, il y avait d'autres questions, mais on peut pas les prendre toutes, malheureusement, hein. Mais notamment, alors sur l'aspect, il y avait comment intégrer les céréaliers dans la démarche. Il y avait la question aussi sur les liens avec l'industrie agroalimentaire. J'imagine que ce sont des questions effectivement que vous abordez aussi dans le cadre du TIA. Bah, ça sera la dernière question. Je peux même y répondre très très brièvement. Les céréaliers sont forcément impliqués dans cette démarche. Dans les produits labellisés, il est prévu d'avoir le pain labellisé. Parce que ce qui est labellisé, c'est pas le produit agricole, c'est le produit qui est dans l'assiette. À propos de label, Philippe, est-ce qu'il y aura la promotion du nouveau label de la FNAB bio équitable local? Alors, là, on est donc, je veux dire, on est pour globalement une alimentation de qualité et d'origine locale. Donc, on est en discussion avec des producteurs bio qui peuvent trouver leur intérêt de ces produits de qualité dans notre label pour avoir une origine locale. Donc, ça permet d'avoir un bonus sur l'origine locale. Je pense qu'il y a la place pour les produits bio, mais si on est dans une logique d'alimentation de qualité pour tous, qu'on le veuille ou non, les produits bio, pour l'instant, ont un coût de revient qui est supérieur à ceux des produits que l'on souhaite labelliser. Et si on veut vraiment que ces produits de qualité soient accessibles pour tous, on souhaite promouvoir cette démarche agroécologique, qui se fait en complément de l'apport bio. L'apport bio, on l'a aussi dans la cuisine centrale. L'apport bio, ça représente un marché, mais pas forcément accessible pour tous. Donc sur l'agro-industrie, parce que là du coup on passe, j'essaie de suivre le cours. Pour l'agro-industrie, donc quand on dit agro-industrie, c'est marrant parce que rien que de dire le terme, on se dit que celui ou celle qui a posé la question a forcément une connotation négative. Mais nous, on n'est pas dans cette logique négative. On est pour faire en sorte aussi que l'économie puisse être promue au niveau local. Je fais chute parce qu'il y en a qui sont en train d'arriver derrière. Donc, par exemple, sur la grosse coopérative locale Dijon Céréales, on travaille avec eux. Et si on peut promouvoir la culture de légumineuses, parce que on considère que les légumineuses c'est favorable pour l'agroécologie et que les légumineuses c'est favorable pour l'empreinte environnementale et que c'est favorable pour la santé. Encore faut-il créer une filière, parce que les agriculteurs ils me disent ouais ben Philippe t'es bien gentil mais nous nos légumineuses il faut qu'on puisse les vendre. Et si je leur dis dans ces sols-là, il faut vraiment mettre des légumineuses parce que c'est des sols très vulnérables au niveau transfert des pesticides et les légumineuses, ça permet d'utiliser moins d'engrais, moins de pesticides. Ils me disent oui, mais on les vend où nos légumineuses? Et donc dans le projet, on a construit une filière, c'est-à-dire que ces légumineuses, ils vont pouvoir les vendre à des unités de transformation. Dans notre projet, il y a 2 unités de transformation de légumineuses pour des protéines animales d'une part, pour des protéines végétales pour l'alimentation animale d'une part, des protéines végétales pour l'alimentation humaine d'autre part, qui correspondent à des investissements qui sont portés par Dijon Céréales. Et de la même manière, Dijon Céréales va transformer ces légumineuses, mais après, il faut aussi un lieu de consommation. Et donc, cette consommation, en premier lieu, elle a lieu au niveau de la restauration collective, avec, sur la cuisine centrale de nouveau, un repas par jour, donc un repas multiplié par 8000, hein, puisque c'est 8000 repas qui sont servis, donc un midi par semaine, protéines animales remplacées par des protéines végétales, et au cours de la mandature, possibilité pour les familles qui le souhaitent d'avoir un repas végétarien tous les jours de l'année pendant l'année scolaire. Et cette démarche qui est lancée par la cuisine centrale, ça fait un levier de consommation. Et ça va être étendu avec le CROUS, avec lesquels je suis en contact, et avec le CHU.
Et donc déjà, ça fait un appel de consommation qui permet aux entités de transformation de faire leur job, et unités de transformation qui sont eux-mêmes des acheteurs de légumineuses qui sont produites par les agriculteurs. Donc nous, on est encore dans une logique de ne pas affronter les uns et les autres. On vit sur un territoire, on veut faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale et on veut faire en sorte que l'activité économique se développe parce que c'est bon pour l'emploi. Et on veut que cette transition elle soit bénéfique pour tous, y compris les plus précaires. Merci beaucoup, Philippe. C'était très clair. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir comment, effectivement, c'est une politique globale qui essaye d'être mise sur le territoire pour répondre de manière un peu systémique, on va dire, à un ensemble de questions. Donc, merci, Philippe. Je vais te laisser partir si tu veux. Je m'excuse. Merci pour l'invitation, Dominique. Je suis preneur du rapport auquel tu as contribué, j'en profite pour le dire, avec le laboratoire ESF. Tu peux aller sur le site du labo et tu le trouves. Bon, écoute, je vais le lire avec grand intérêt. Au revoir à toutes et toutes, et puis bon après-midi et bon échange. Merci. Eh bien, je vais passer tout de suite la parole à Manon Jacquard, qui est chargée du projet 100 000 paniers solidaires au réseau Cocagne et qui permet donc à des familles à faible revenu d'accéder aux paniers bio produits par les jardins Cocagne à un prix solidaire. Donc Manon, peut-être nous rappeler très vite, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent ce que c'est que le réseau Cocagne, et puis nous présenter l'action des 100 000 paniers justement, qui est une réponse directe par rapport à l'accès à l'alimentation de qualité pour les plus précaires. Oui, bonjour à tous. Merci Dominique. Je suis désolée, je vais garder la caméra coupée parce que sinon j'ai peur qu'on ne m'entende plus. Donc rapidement, effectivement, le réseau Cocagne, c'est un réseau regroupant une centaine de jardins en France qui sont des jardins d'insertion. Donc des associations qui ont pour activité principale, objet principal l'insertion de personnes qui ont été coupées du monde du travail, et le support d'activité principal est le maraîchage biologique. Donc ces légumes sont ensuite vendus sous forme de paniers AMAP. Enfin, les jardins ont d'ailleurs été à l'initiation des premières ventes sous forme de paniers hebdomadaires. Donc, pour aller plus loin sur la cohérence globale et l'objet d'accessibilité alimentaire que le jardin de Cocagne souhaite mettre en place, il a été monté il y a 10 ans un programme qui s'appelait donc 30 000 paniers solidaires. Depuis, on a dépassé l'objectif, donc on est sur un objectif 100 000 paniers solidaires. Donc, l'idée de ces paniers, c'est de pouvoir permettre à des personnes en situation de précarité d'avoir la même offre de panier bio, local et solidaire que les adhérents classiques, mais en payant maximum un tiers du prix. Donc à l'heure actuelle, il y a 60 jardins qui se sont inscrits dans la démarche. Donc, je vais parler de façon globale, sachant qu'à chaque fois, chaque mise en application dépend du jardin, des partenariats qu'il a pu construire sur son territoire, du prix du panier de base, etc. Donc, voilà. Donc, les personnes bénéficiaires vont payer en général donc, un tiers du prix. Le reste est cofinancé donc, au niveau national via le réseau Cocagne et au niveau local. Donc, au niveau local, chaque jardin va construire un tissu de partenaires avec lesquels il va pouvoir travailler pour l'orientation des personnes, premièrement, parce que les jardins n'ont pas la fonction et c'est vraiment un choix de ne pas rentrer dans un programme où la personne va devoir expliquer sa situation, justifier des revenus, etc. Donc, ce sont des partenaires sociaux qui vont proposer aux personnes qui suivent de pouvoir accéder à ces paniers hebdomadaires et à un moindre coût. Donc, les partenaires principaux des jardins vont être des CCAS, ça peut être ponctuellement la CAF, des structures d'aide alimentaire type secours catholique, voilà. Donc, tout type de partenaires qui vont pouvoir orienter les personnes. Ensuite,
la distribution, elle va se faire sur les mêmes points de distribution habituels du jardin, pour ne surtout pas créer de stigmatisation en ayant des points spécifiques identifiés. Donc, on est sur une offre identique, sur des points de dépôt identiques, et avec une participation financière. Donc, ces piliers-là ont été validés il y a 2 ans dans une étude d'impact social qu'on a pu réaliser, qui relève bien l'importance de ces différents critères sur lesquels on essaie de porter une attention. Voilà. Les points d'accès, justement, ce sont lesquels en général? C'est sur le… Alors, les jardins ont toujours un point de dépôt sur site, mais après, il y a à chaque fois tout un réseau de points de dépôt qui se tissent autour de chaque jardin. Donc, pour être plus à proximité dans les villes, par exemple. Donc, voilà. Ça, pour le coup, ça dépend vraiment à chaque fois toujours pareil, des relations qui ont été créées. Les points de dépôt peuvent être dans tout type d'endroits, de magasins ou de structures différentes, à plus ou moins grande proximité du jardin lui-même. Est-ce que du coup, est-ce que la question de l'accessibilité, c'est une question que vous avez travaillé aussi par rapport à certains quartiers où il semblerait que ça soit plus sur l'accessibilité géographique? Oui. C'est ça, hein? Oui. Il peut, toujours pareil, selon les projets, la façon dont ça se met en place, il peut être envisagé l'ouverture de points de dépôt effectivement plus proches ou plus spécifiques. Voilà. Mais toujours avec l'attention que ce ne soit pas non plus un point de dépôt uniquement pour des personnes qui ont des paniers solidaires, mais que ce soit un point de dépôt ouvert. Donc, la démarche peut aussi être inverse, hein, c'est qu'il y a un besoin, donc on identifie, on va aller créer un point de dépôt pour ces paniers solidaires et ensuite on va l'ouvrir au réseau d'adhérents habituels. Voilà. Le deuxième pilier de ce programme panier solidaire, c'est l'idée que les jardins puissent proposer en parallèle donc des paniers hebdomadaires des ateliers réguliers d'accompagnement alimentaire. Donc, concrètement, ça se matérialise très souvent par des ateliers cuisine, parce que c'est la façon la plus universelle déjà de créer du lien entre les participants, les citoyens, et en même temps d'aborder l'appropriation, on va dire, d'une formule panier qui est loin d'être évidente pour tout le monde, avec des légumes qu'on ne connaît pas, une certaine redondance. Voilà, c'est un mode de consommation un peu plus spécifique. Voilà, et donc ensuite, les familles, elles peuvent, les familles ou les personnes, hein, des fois, ce sont les publics, pour le coup, là, sont relativement très larges. Ça peut être des étudiants dans le cadre de partenariats avec des CROUS, par exemple, des personnes isolées, enfin voilà, des familles en situation de précarité. Vous touchez tout type de public en précarité, du coup. C'est bien les jeunes, les étudiants, les personnes âgées, les familles monoparentales, etc. Oui, l'idée, c'est d'essayer de toucher par un maximum en tout cas, il n'y a absolument aucune priorisation qui est mise. Si ce n'est peut-être sur les étudiants, sur les jeunes en l'occurrence, parce que c'est une population pour l'instant on arrive le moins à toucher et pour laquelle on sait qu'il y a de grands enjeux de précarité sur un certain nombre d'étudiants. Mais ce n'est pas un axe spécifique, non, tout est… voilà, à chaque fois, ça va dépendre forcément de la relation qui a été construite et des partenaires avec lesquels les jardins vont travailler. Voilà, et donc c'est le côté accompagnement alimentaire est aussi ressorti comme très important dans la création de liens que ça peut avoir pour les personnes, notamment dans des cas dans des situations de personnes, de personnes en situation d'isolement, pour lesquelles retrouver déjà aller chercher un panier toutes les semaines et avoir des temps d'échange conviviaux, ça va déjà participer en l'occurrence à améliorer un certain
un certain mieux-être. Et puis, et ensuite, ces ateliers qui sont toujours des temps de partage aussi. Voilà. Et ces ateliers, Manon, ces ateliers, ils ont lieu où exactement? Vous appuyez sur quelle structure? Alors, bon, c'est toujours pareil, très divers, mais on travaille beaucoup et de nombreux jardins le font de plus en plus en interne, c'est-à-dire qu'on a tout un programme de formation sur les cuisines nourricières pour que les jardins soient eux-mêmes formés et puissent proposer des ateliers directement sur site au sein des jardins. Voilà, en facilitant évidemment les déplacements pour des personnes qui auraient des difficultés de mobilité. Mais ça a l'intérêt de venir voir aussi sur site où poussent les légumes, enfin voilà, l'occasion de faire une visite et de générer des temps d'échange et de partage aussi avec les salariés en insertion. Parce que les salariés en insertion peuvent être une partie des personnes bénéficiaires de ces paniers solidaires. Et ensuite, sinon, quand le jardin n'a pas la possibilité de le faire sur place, très souvent, c'est travailler avec des centres sociaux, typiquement, qui vont pouvoir mettre à disposition une cuisine aménagée, voilà, ou aider à la mobilisation du public. Enfin, voilà, c'est souvent sur des échanges. Oui. Centres sociaux, maisons de quartier. Est-ce que les épiceries sociales et solidaires, éventuellement, pourraient proposer ça? Oui, oui, bien sûr, complètement. Et il y a déjà des relations, merci, avec effectivement des épiceries sociales et solidaires. Voilà, au niveau national, on travaille avec un collectif interassociatif, notamment donc avec l'UGES, avec le Secours catholique, VRAC et le CIVAM, pour essayer d'avancer sur ces questions d'accessibilité alimentaire. Et toujours en lien avec une attention particulière à travailler autour la puissance d'agir des personnes, voilà, qu'elles vont pouvoir travailler au travers de cette alimentation, enfin de l'alimentation. Créer des maisons de l'alimentation dans les quartiers, quoi, par exemple. Ouais, ça c'est oui. Alors là, ça fait partie des projets 2021 de pouvoir aller plus loin sur des approches coopératives et interassociatives. Oui, voilà. Ça c'est très, très important. J'ai une question aussi là, qui est posée par Marc Alfandéry. Comment sont financés les paniers solidaires et quelles sont les alliances effectivement avec d'autres agriculteurs pour assurer l'approvisionnement? Parce que là, c'est vrai qu'on dit 100 000 paniers. J'imagine, bon, c'est un objectif, mais on imagine bien que ce ne sont pas que les jardins de Cocagne qui peuvent y répondre. J'imagine que vous jouez des coopérations avec d'autres. C'est 100 000 paniers sur l'année. Hein. D'accord. Et si sur l'année prochaine, on pourrait dépasser l'objectif si on a tous les financements nécessaires. Donc après, les jardins tissent eux-mêmes des liens effectivement localement avec d'autres producteurs pour remplir leur panier, mais que ce soit leur panier adhérent ou les paniers solidaires, c'est pareil. Donc voilà. Là, il s'agit effectivement de partenariats autour de plateformes d'approvisionnement, de groupements entre producteurs. Ça, c'est effectivement un point que font un certain nombre de jardins, mais ça dépend de la taille, ça dépend aussi du territoire, parce qu'il y a des territoires où il y a peu de producteurs autour avec lesquels il est possible de travailler des coopérations. Voilà. Et sur les financements, eh bien, au niveau national, on est soutenu essentiellement par la DGCS, puis d'autres partenaires comme Naturalia, par exemple, d'Anred, des fondations. Au niveau local, c'est beaucoup la MSA, puisque notamment pour les salariés en insertion, puisqu'ils sont cotisants agricoles. Et puis, ce que je citais tout à l'heure, les CCAS, la CAF, enfin voilà, ou des structures d'aide alimentaire. Est-ce que des entreprises, par exemple, dans le cadre de leur politique de RSE, est-ce que les entreprises pourraient abonder sur un fonds, par exemple, de solidarité qui serait mis en place dans un département, par exemple? Ce serait des dispositifs totalement envisageables, oui. Je connais quelques jardins, effectivement, qui travaillent avec notre GRDF, par exemple, qui sont financés. Enfin, donc, oui, c'est des dispositifs qui sont envisageables. Après, il y a plusieurs modalités. C'est l'articulation aussi
entre les financements nationaux d'un côté et les cofinancements locaux de l'autre, qui ont une grande importance aussi en termes d'effet de levier sur ce que ça va générer comme activité pour le jardin, voilà, et localement comme travail territorial, on va dire, sur cette question de l'alimentation. J'ai une question d'une personne qui me dit si c'est possible de lui redire comment est pris en charge le différentiel entre le prix du panier tout public et le prix du panier solidaire. Mais je pense que vous avez commencé à y répondre. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Ouais. En fait, c'est vraiment le prix est divisé en 3. Donc, grosso modo, hein, les proportions sont pas toujours sont loin d'être aussi exactes, mais grosso modo, c'est un tiers pour l'adhérent solidaire, un tiers pour le partenaire local. Ce que j'ai oublié de citer aussi, mais ça peut être la politique des contrats de ville, ça peut être potentiellement des PAT, voilà. Et le troisième tiers, c'est au niveau national, via le réseau Cocaigne. Voilà. Merci beaucoup, Manon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Sophie. Sophie Hege. Merci. Il y aura peut-être d'autres questions qui arriveront après, hein, dans un deuxième temps. Oui, je reste là. Alors, Sophie, vous êtes chargée de projets alimentaires dignes et durables dans le cadre du projet alimentaire territorial Terre de Lorraine en Meurthe-et-Moselle. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors ça fait un peu écho d'ailleurs à ce qu'a commencé aussi à dire Philippe Lemanceau sur la place des usagers, mais vous avez conçu dès le départ, dans le cadre du PAT, une gouvernance participative incluant un grand nombre d'acteurs du système alimentaire local, mais dont les personnes en situation de précarité, notamment les personnes d'ATD Quart Monde, qui trouvent une place tout à fait singulière. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment ça se construit justement un dispositif participatif tel que vous l'avez conçu. Oui, alors la démarche sur Terre de Lorraine, c'est une expérimentation qui a été initiée par ATD Quart Monde et le Pays Terre de Lorraine, donc les élus, à la demande des élus et avec les élus, en 2016. Donc ça a été Terre de Lorraine, pour préciser, c'est un territoire qui est situé au sud-ouest de Nancy, avec 4 communautés de communes, 100 000 habitants, des zones rurales et des zones urbaines. Donc au début de ce projet, les élus ont souhaité positionner la question de l'accessibilité sociale à une alimentation de qualité dès qu'on a démarré de parler de projet alimentaire territorial. Donc, le projet alimentaire territorial, c'est tout ce qui est sur relocaliser l'alimentation à travers l'agriculture notamment. Et donc, dans ce contexte où il y a historiquement un accent fort sur la justice sociale et les questions de précarité sur Terre de Lorraine, il y a eu cet objectif de permettre aux plus fragiles d'accéder à une alimentation de qualité de manière digne et durable. Et donc, c'est la démarche qui s'appelle la dignité dans les assiettes. Donc, c'est vraiment la vision que si on fait un PAT, il faut que ce soit pour tous, et les projets sont faits pour garantir aux gens qui sont les plus vulnérables la qualité, la quantité et surtout le choix des produits qu'on mange. Donc, le point de départ, c'est l'étude nationale que ATD Quart Monde a réalisée entre 2011 et 2015, qui a mis en lumière, donc qui s'appelle « Se nourrir quand on est pauvre », qui s'appelle et qui a mis en lumière donc la faible maîtrise de l'alimentation par les personnes qui vivent dans la précarité à cause des budgets restreints, qui réduisent les possibilités de choix, qui obligent à recourir à des produits de basse qualité et la dépendance aux dons alimentaires. Aussi la gêne, voire la honte de ne pas être autonome pour soi-même et pour sa famille, et puis l'isolement, la discrimination, puisque au-delà du rôle simplement nourricier de l'alimentation, il y a un rôle social qui participe avec les repas entre amis, en famille, les fêtes traditionnelles. Donc, comment on est passé à l'action avec le Pays Terre de Lorraine et ATD Quart Monde? C'était en animant ensemble cette démarche de recherche-action pour construire un cadre favorable au développement d'initiatives, à l'émergence d'un système alimentaire qui garantit un accès à l'alimentation digne, durable et de qualité pour tous.
Donc la démarche associe une pluralité d'acteurs du territoire, des agriculteurs, des collectivités, les CCAS, les associations, maisons des solidarités, des citoyens, avec toujours une attention particulière à la place et à la participation des personnes qui connaissent la précarité alimentaire. Et donc les conditions de la participation, pour nous, c'est un chantier qui est toujours en cours. Donc, comment ça s'est passé au début? C'est des personnes militantes à ATD Quart Monde qui ont rejoint la démarche suite à leur participation à l'étude « Se nourrir quand on est pauvre ». Et ils ont pris part, en fait, à cette expérimentation territoriale. Donc, il y avait des personnes de Nancy, qui est donc la ville juste à côté, aussi quelques personnes du territoire. Et les militants ATD sont formés à participer à des réunions entre différents acteurs par un système d'université populaire où les militants et les alliés apprennent ensemble à échanger leurs idées et leurs expériences. Donc, c'est une formation qui permet d'accéder à la parole et aussi à prendre la parole pour représenter un groupe. Le contexte de la précarité alimentaire, c'est très asymétrique structurellement. Il y a d'un côté ceux qui donnent, de l'autre côté ceux qui reçoivent, et c'est une situation qui porte quelque chose qui est blessant en soi. Donc, nous, on veut avancer sur comment tout le monde participe avec son expérience et dans les limites de son expérience. Et je vais citer une militante ATD Quart Monde sur l'accès aux produits locaux. Elle nous dit « c'est le choix qui est important et aussi le fait de les payer, même si c'est une petite somme. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant. L'agriculteur ne doit pas perdre car il a travaillé et il a produit quelque chose. L'acheteur qui est vulnérable et qui ne peut pas se permettre ce genre de produit d'habitude a alors accès à de la qualité. » Et donc, pour terminer sur cette question de participation, juste pour préciser que donc ça, c'est ce qui s'est passé au début. Après, le collectif a grandi, donc le collectif qui porte la démarche, et d'autres personnes se sont ajoutées petit à petit. Alors, à la fois dans une sorte de cooptation par les personnes déjà présentes qui les ont incitées à participer aux actions en cours, et dans l'autre sens, des personnes qui sont entrées par les actions sur le terrain, donc qui ont participé à des actions en lien avec le collectif et qui ont ensuite rejoint le collectif porteur de la démarche. Les processus qu'on a mis en place pour un peu dans la durée pour que ça marche, c'est d'abord poser les fondations par la rédaction d'une charte qui se trouve sur le site du Pays Terre de Lorraine. C'est une charte commune pour poser les principes fondamentaux de la démarche. C'est un outil qu'on utilise pour interroger les pratiques, pour sensibiliser aux enjeux et pour repérer et promouvoir des actions alimentaires qui y répondent. Donc, les principes communs, c'est un accès digne. Donc, c'est vraiment l'alimentation comme un droit fondamental pour sortir de la perte de dignité, la perte de fierté des personnes en situation de précarité alimentaire. Un accès durable au sens développement durable, économique, social, écologique et aussi durable dans le temps. Une alimentation de qualité, mais de toutes les qualités, c'est-à-dire aussi la santé, l'environnement, la qualité sociale, gastronomique, familiale, sociétale, pour permettre l'inclusion sociale et citoyenne de tous, donc pour promouvoir un rôle d'acteur dans son alimentation. Donc, ça implique la co-construction et la mixité sociale dans les projets. Les autres processus qu'on a mis en place, c'est la constitution progressive d'une gouvernance alimentaire avec le collectif dont je parlais tout à l'heure, qui est donc un conseil multipartenarial ayant pour rôle de suivre, d'orienter et d'évaluer le projet sur le territoire au regard de la charte. Donc, c'est ce collectif d'associations, collectivités, CCAS, de personnes qui contribuent aux réflexions et aux actions. Et enfin, c'est la mise en place d'un laboratoire d'usage dans une recherche de démocratie alimentaire qui permet à chacun de prendre sa place et de participer. On les a nommés les labos CAP, donc CAP, parce que garder le cap, c'est se donner les moyens des constats, des analyses et des propositions. Et donc, c'est la préoccupation essentielle de tous les acteurs de cette démarche, que les plus pauvres ne soient pas oubliés, que la charte qui sous-tend cette action soit respectée et que les objectifs premiers du projet soient toujours maintenus. Pour que tous puissent avoir accès à notre action, nous devons aller chercher les invisibles qui ont des noms et qui peuvent être reconnus.
les personnes les plus éloignées et les plus fragiles. Et donc, les premières actions qu'on a menées dans le cadre du PAT pour cette démarche, donc c'est une association d'achat groupé auprès des producteurs locaux, d'abord conçue comme une expérimentation qui a permis d'acheter 2 tonnes de pommes de terre et de carottes pour une centaine de familles, des mirabelles aussi pour une 50aine de familles. Et donc, pour certaines personnes, c'était la première fois qu'ils avaient accès à acheter des produits frais locaux. Et donc, la construction d'une solution pérenne pour cette idée-là, ça a été de créer une association qui gère un achat groupé une fois par mois. Donc, en poursuivant la relation avec les agriculteurs qui jouent le jeu vraiment en acceptant de baisser leur prix et aussi en poursuivant la recherche des produits qui sont le plus adaptés aux personnes et d'un mode de fonctionnement qui convient aussi au plus grand nombre. Et dans cette association, tout le monde peut participer à ces achats sans différenciation de tarifs, donc sans stigmatisation. Une autre action, c'est Grain de sel, une association qui revisite l'aide alimentaire sur les questions de la dignité et la durabilité. Donc avec une co-formation qui s'est appelée « Si nous parlions ensemble d'aide alimentaire » qui a permis aux acteurs concernés, donc professionnels, bénévoles et usagers, d'élaborer ensemble des nouvelles réponses aux attentes des usagers. Et ensuite, un groupe de travail régulier s'est constitué sur cette question-là. C'est aussi un accès à la terre nourricière par l'utilisation de parcelles communales par les citoyens, avec la biodiversité retrouvée au plus près des habitants, une réflexion sur les jardins nourriciers avec l'accompagnement à l'émergence de projets pour les mettre en réseau sur le territoire, aussi en lien avec le réseau agriculture urbaine et précarité de AgroParisTech. Et donc les jardins nourriciers, c'est vraiment revenir à l'utilisation des terres communales pour cultiver ensemble ces légumes et se nourrir et en donner autour de nous à ceux qui en ont besoin. Autre chose encore, c'est une pièce de théâtre pour faire savoir, pour dire, pour donner les mots des professionnels et des personnes. Une préparation d'une pièce avec les habitants qui ont une expérience de la précarité, qui ont accepté d'être les acteurs de cette pièce et aussi de donner leur expérience pour inspirer l'écriture du texte. Un laboratoire d'usage donc, qui permet aux habitants de venir parler, se parler, en parler, et de recueillir donc, les constats, les analyses et les propositions qui permettent le suivi et l'évaluation des actions. Et enfin, le repérage d'actions alimentaires sur le territoire qui répondent aux principes de la charte et la communication entre ces actions pour une dynamique territoriale. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on fait pour permettre à tous, avec les plus démunis, un accès digne et durable à une alimentation de toutes les qualités, la qualité nutritionnelle, mais une alimentation durable aussi dans le sens du développement durable et dans le sens qui n'est pas interrompu dans le temps, et les qualités sociales, sociétales et solidaires. Merci beaucoup, Sophie. Je crois que ce qui est très intéressant, effectivement, c'est de voir, ce qui n'est pas le cas de tous les PAT, hein, d'ailleurs, mais c'est de voir la place centrale, effectivement, que vous avez donnée aux personnes en difficulté et comment non seulement leurs paroles, mais leurs besoins ont été pris en compte et ont trouvé des traductions concrètes sur le territoire, avec un dispositif que j'invite tout le monde à aller regarder donc, sur votre site. Je pense que vous avez un site. Oui. Voilà, site Terre de Liens, Terre de Lorraine. Vous pourriez éventuellement le diffuser. Et donc, il y a une question, mais je la réserve, enfin, je la transmettrai plutôt pour l'atelier qui va suivre après, hein, qui est autour de comment sortir de l'aide alimentaire, en tout cas, comment redonner simplement un rôle d'urgence à l'aide alimentaire et par contre, travailler sur ce qui serait un droit qui serait exercé, notamment autour de la question de la sécurité sociale, de l'alimentation, mais ça c'est l'objet justement de la conférence débat qui va suivre avec Marc Alfandéry. Donc, je vous suggère de suivre ce débat après. Donc, merci beaucoup, Sophie. Je crois que c'est intéressant, y compris ça vient compléter aussi quelque part la première intervention de Philippe Lemanceau,
Mais vous avez poussé très très loin, effectivement, la participation des personnes en situation de vulnérabilité. Et donc, ça peut servir complètement, d'ailleurs, en termes de transfert de savoir-faire. D'ailleurs, ça pourrait tout à fait intéresser Dijon Métropole. Et Philippe Lemanceau nous a dit qu'il avait lu aussi le travail qui a été fait avec ATD Quart Monde sur comment se nourrir quand on est pauvre, que je recommande chaudement parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et truffé de témoignages et de paroles de personnes qui nous donnent à voir la réalité de ce qu'elles vivent. Merci beaucoup, Sophie. Je vais donner la parole à Laurent maintenant. Laurent Terrasson, qui est directeur du magazine L'Autre Cuisine, qui existe depuis 2016. Bonjour, Laurent. Bonjour. Le magazine cherche à valoriser une restauration collective qui serait responsable et sociale. Alors, on a abordé la question tout à l'heure dans le cadre du TIGA de Dijon Métropole, la question évidemment de la restauration scolaire et de l'importance qu'elle peut avoir. Donc, comment effectivement, à travers les expériences que tu connais, qu'est-ce qui te paraît important à donner comme rôle justement aux responsables des cantines scolaires et à travers les responsables de cantines scolaires, évidemment, le rôle des collectivités territoriales? Déjà, pour te répondre très rapidement et puis pour répondre à nos auditeurs, bonjour déjà à tous. Effectivement, c'est de renforcer ce rôle de la restauration collective. Maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la restauration collective, mais on la connaît très très mal. Alors, comme nous sommes de toute façon virtuellement tous à Dijon, Dominique, oui. En Côte d'Or, je peux te dire qu'il y a 904 sites en fait de distribution de repas de restauration collective en Côte d'Or et 332 sites de production de repas, ce qui peut sembler assez important. Mais finalement, si on prend le nombre de repas de la société, on évalue le nombre de repas de la restauration collective autour de 8 à 10%. Donc, économiquement, ce poids est plutôt assez faible. Mais le poids, je vais dire politique, le poids en fait de communication auprès des citoyens est très très fort. Donc, c'est pour moi l'occasion, surtout en cette période de crise sanitaire, de valoriser le rôle de cette restauration collective. Alors, je travaille en plus actuellement sur un numéro sur la transition alimentaire. Donc, quand j'entends le mot transition maintenant, j'ai un peu les frissons. Parce que pour moi, on n'est plus en transition. On doit passer vraiment dans l'action. On est vraiment dans une période de rupture. J'ai interrogé un certain nombre de chercheurs qui nous disent bien que, voilà, depuis l'annonce du GIEC et le fait qu'on ne respecte pas les objectifs on va dire, de préservation de la planète, eh bien, il va falloir réagir très, très vite, en particulier en ce qui concerne l'alimentation. Ensuite, il est vrai qu'on parle beaucoup d'aide alimentaire. Eh bien, je pense que moi, là, l'aide alimentaire me pose un problème, un énorme problème. Là-dessus, je suis qu'un élève, un apprenti de Dominique Paturel, qui préfère parler d'accès à l'alimentation. Et c'est là où je fais le lien avec la restauration collective. Le réseau de la restauration collective est très important en France. On dénombre plus de 101 000 sites de production de repas, 54 537 sites de production de repas et 101 000 sites de distribution de repas. Et en fait, ce réseau-là, il est sous-utilisé pour une grande part. La restauration scolaire, qui représente un très grand nombre, qui représente pratiquement, j'ai envie de dire 60%, il faut que je vérifie ce chiffre, mais qui représente énormément d'établissements, ne fonctionne que pour 140 services de repas par an, comme vous le savez, les jours d'ouverture de l'école et simplement le midi. Et là, je me pose la question de dire, mais est-ce que l'on ne pourrait pas ouvrir la restauration collective à d'autres services ? Et en fait, peut-être repenser totalement ce service de la restauration collective en disant, mais les personnes
Alors, dans le cadre de l'éducation nationale, je ne veux pas intégrer ça. C'est-à-dire qu'il est difficile pour les collectivités d'agir au sein du restaurant qui est dans un établissement de l'éducation nationale pour des raisons de sécurité. Et donc, mais quand les élus ont sorti la restauration collective et ont une cantine un peu annexe, là, des possibilités se font jour et on peut commencer à servir d'autres populations. Mais servir des repas, déjà d'un point de vue humain, je trouve que l'aide alimentaire, ayant vécu un certain nombre de choses que j'ai trouvées assez douloureuses, l'aide alimentaire, quand j'impose à quelqu'un telle boîte de conserve, tel produit, je trouve que c'est tout à fait avilissant et pas très très bon pour l'humanité. Et je préfère préserver et proposer le choix à des populations qui n'ont pas forcément les moyens. Et peut-être que la restauration collective pourrait proposer un repas, effectivement le menu qu'ils servent, mais peut-être plus encore, puisqu'ils ont des liens, on le voit, comme à Dijon, avec des producteurs locaux. Donc ils pourraient peut-être proposer aussi l'achat de produits locaux en brut pour les personnes qui préfèrent cuisiner, voire peut-être livrer des repas à des personnes, je pense en particulier aux seniors, qui sont finalement chez eux. Donc en fait, ce service est peut-être à réinventer. Mais comme je vous le disais, il y a toutes les infrastructures, il y a tout pour faire quelque chose de la restauration collective. Et en plus, ce que vous disiez, Dominique, c'est là où c'est intéressant, ça va valoriser le rôle des chefs, des responsables de restauration collective dans leur engagement social. Et je pense en particulier à Jean-Michel Grenier, effectivement, à Dijon. Et je sais que depuis très longtemps, Dijon est très engagé. Bon, j'ai suivi le fonctionnement de cette cuisine centrale qui fait quand même un super boulot. Donc, en fait, là, c'est peut-être aller plus loin, ouvrir ce service et le valoriser. Je pense surtout qu'en fait, mon inquiétude aussi aujourd'hui par rapport à cette crise, c'est le poids de la grande distribution qui ne fait que s'accroître. Et la grande distribution contrôle plus de 80% de notre distribution alimentaire et donc profite de cette aide alimentaire que on ne sait pas évaluer économiquement, qui nous coûte sûrement très cher. On parle souvent du prix du repas de la restauration collective, mais on ne parle pas du prix de l'aide d'un repas fourni en aide alimentaire. Donc peut-être que, si je reviens à la grande distribution, le problème, c'est finalement la grande distribution continue de soutenir une surproduction alimentaire et défiscalise les surplus pour une population finalement de démunis, finalement qu'on cautionne dans notre système. Donc, pour moi, il faut, je pense, se reposer les bonnes questions et agir plutôt assez rapidement. Donc, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin, c'est le sens aussi de la question là, qui a été posée. C'est-à-dire, au fond, comment garantir à chacun un repas décent pour tous. C'est-à-dire comment, au-delà des cantines scolaires, de fait, où il y a eu pas mal de mobilisation, où on voit bien le rôle très important pour assurer aux enfants au moins un repas équilibré par jour. Est-ce qu'on peut imaginer des maisons, alors ça rejoint un peu aussi, on parlait tout à l'heure des maisons de l'alimentation, mais quelque part, effectivement, cette coopération qui pourrait être faite entre les services de cantine ou de restauration collective de manière globale avec les initiatives associatives qui peuvent se monter aussi dans les quartiers, par exemple, de façon à assurer, et y compris avec les savoir-faire, hein, notamment des chefs cuisiniers, etc., qui pourraient être mis à disposition dans ces maisons-là, ouvertes sur les quartiers et qui permettraient de travailler sur une alimentation pour tous, en essayant d'assurer au moins effectivement un repas décent par jour, quoi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que hier j'étais, je sais plus, avec un département et en fait il disait, c'est vrai que les départements, ben, c'était Alpes-Maritimes, les départements, c'est 40% d'aide sociale et en une grande partie en alimentation aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faut il faut que ces collectivités comme actuellement la réflexion du département du 93. Alors le problème c'est qu'on a aussi à chaque fois les élections, donc qui freinent un peu les projets, mais les départements, les collectivités doivent s'emparer des infrastructures qu'elles financent et prendre conscience qu'elles financent déjà ces infrastructures.
Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Alors, il est vrai qu'à Dijon, je pense que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ces questions alimentaires et qu'ils l'ont évalué. Mais il faudrait, je pense, aller un tout petit peu plus loin et sincèrement, il faut profiter de cette crise-là. Cette crise, elle est je l'espère, bénéfique. Et c'est vrai que l'autre sujet que j'aborde dans cette transition alimentaire, c'est en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le monde agricole, en fait, la gouvernance agricole qui se rapproche des collectivités a très peu, enfin se saisit très très peu de cette question de l'alimentation. Le monde agricole en France, on va dire que parle plutôt sur ces questions de production, c'est des chefs d'entreprise agricoles et d'exportation. J'ai l'exemple très récemment, j'étais en Saône-et-Loire où on parlait des projets alimentaires territoriaux, on parlait de l'approvisionnement local. Eh bien, le président de la Chambre d'agriculture nous parle de ces exportations. Oui, oui. On est quand même assez de tout ce monde agricole où je lisais aussi une chronique, je trouvais ça très intéressant, c'est qu'en fait, c'est vrai que nous, on associe le monde agricole à notre priorité que sont les approvisionnements. Et quand on parle d'approvisionnements locaux, c'est souvent les fruits et légumes. Eh bien, déjà, les territoires ne sont pas égaux, mais les fruits et légumes, c'est le maraîchage. Et le maraîchage, c'est vraiment une sous-agriculture. Et là, je reprends des mots d'agriculteurs. Oui. Merci Laurent. Je suis obligée de te couper parce que je voudrais donner la parole à Philippe qui va être notre dernier intervenant parce que l'heure tourne vite. C'est très très riche et c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de temps pour pouvoir débattre davantage et de tout ce qui a été dit. Donc Philippe Pointereau, donc qui est un expert des impacts environnementaux de l'agriculture justement, qui est directeur adjoint de Solagro. Qui est une entreprise associative spécialisée dans l'ingénierie, le conseil, la formation dans les domaines agricoles, de l'environnement et de l'énergie, et qui a pour rôle d'accélérer les transitions énergétiques, agroécologiques et alimentaires. Ça fait beaucoup à dire en peu de temps. Et sur ceux qui ne connaîtraient pas, j'invite évidemment tout le monde à aller voir la publication du scénario After 2050, que Solagro remet d'ailleurs d'actualité régulièrement, enfin à jour régulièrement. Et là, c'est très intéressant parce que là, il y a vraiment l'illustration de ce qui pourrait être une autre agriculture et des impacts différents si on faisait autrement. Philippe, avec le réseau Action Climat, il a été publié en 2019 un cahier de recommandations qui est intitulé « Une alimentation bonne pour la santé de tous », permettant à la France d'atteindre ses objectifs climat. Et ce que je trouve très intéressant et très important, et ça a été tout le long de ce qu'on a dit là pendant cette heure, c'est ce lien effectivement entre alimentation et environnement. Et ne pas dissocier cette question, ces deux questions qui sont tout à fait fondamentales, avec du coup comment effectivement l'alimentation, la façon dont on s'alimente, elle a une répercussion sur la question du climat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au constat que vous avez fait et vers quoi on devrait se diriger? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est vrai que déjà beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais je retiendrai la phrase qu'a dit Philippe Lemanceau qui était mieux manger pour mieux produire, quoi. C'est-à-dire que nous, à Solagro, on est vraiment passé du système agricole au système alimentaire et on a vraiment compris depuis une dizaine d'années que l'alimentation était vraiment un levier très important pour la transition. Juste un petit ordre de grandeur, quoi. On a calculé, là, puisqu'on a pu participer à un programme de recherche qui s'appelle Bionutrinet avec l'INRA et l'INSERM, donc piloté par l'unité RN d'Emmanuel Casguillot. Donc on a comparé des régimes alimentaires bio et conventionnels. Et déjà, ce qu'on a pu montrer, c'est que la production de gaz à effet de serre pour produire notre alimentation aujourd'hui, ça représente 1,9 tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est exactement notre quota de CO2 en 2050 si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc aujourd'hui, rien que pour produire dans l'alimentation, on a déjà épuisé notre quota de CO2 qu'on devrait avoir en 2050 et qu'on devrait atteindre le plus rapidement possible. Donc, ça vous donne une idée de la transition qu'on va devoir faire, quoi.
Et donc, une autre conclusion importante, alors déjà, dans ce qu'on a vu aussi dans cette alimentation, c'est 90% des surfaces pour nous nourrir correspondaient à des productions animales, hein, produits laitiers et viande. Donc c'est vrai que si on veut réduire notre empreinte, et c'est pareil pour les gaz à effet de serre, si on veut réduire notre empreinte carbone, il va falloir réduire fortement la consommation de production animale. Mais la bonne nouvelle quand même, c'était que en allant vers des régimes plus sains, c'est-à-dire globalement plus végétal et plus bio, non seulement donc on a amélioré tous les indicateurs environnementaux, mais on améliorait aussi tous les critères nutritionnels et de santé publique. Et les dernières publications de l'unité RN ont montré, à la fois pour ceux qui consommaient beaucoup de produits végétaux et bio, une réduction des risques de cancer de 25% et du diabète de type 2 d'une trentaine de %, avec aussi une baisse du surpoids, de l'obésité, quoi. Voilà. Donc on a une feuille de route qui est assez claire, qui est reprise. Personne n'en a encore parlé jusqu'à maintenant, et c'est bien ce qu'on observe. C'est le plan national nutrition santé, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même un plan en France. La question c'est de l'appliquer, qui est le PNNS 4, qui reprend tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, quoi. Sauf que ce plan, finalement, personne n'en parle. Pour nous, ce plan devrait chapeauter la politique agricole française, puisqu'en fait, il dit clairement dans quelle direction on doit aller pour l'alimentation, pour les modes de production, etc. Et dedans, d'ailleurs, pour rejoindre ta première question, il y a bien dans l'action 15 un intitulé qui est « Mieux manger en situation de précarité alimentaire ». Donc c'est vrai que normalement, ce plan devrait organiser et fédérer toutes ces initiatives. Voilà. Alors nous, ce qu'on a pu montrer aussi dans les bonnes nouvelles quand même, c'est que avec notre scénario After 2050, on montre qu'une agriculture bas carbone qui tient les ambitions de l'accord de Paris est possible en France, sans rupture technologique, pour autant qu'on change et notre alimentation et nos pratiques agricoles. Donc notre alimentation, ça veut dire réduire globalement nos protéines animales, par exemple pour la viande bovine de plus de 40%, pour les produits laitiers de 35%, et ce qu'a dit Philippe Lemanceau, puisqu'ils sont spécialistes à l'INRA de Dijon des légumineuses, il va falloir multiplier par 4 notre consommation de légumineuses. Voilà. Donc la question c'est comment on voit bien que sur le papier tout peut marcher. On est quand même un pays riche au niveau alimentaire, on est exportateur net, même si on importe plus de 30% de notre alimentation, on en exporte beaucoup. Donc la question, c'est qu'on est largement en capacité de résoudre le problème de la précarité alimentaire. Alors, moi, je ne vais pas rajouter à tout ce qui a été dit, parce que finalement, toutes les solutions qui sont d'ailleurs reprises dans le PNNS ont déjà été exposées, notamment tout ce qui concerne les cantines scolaires, qui est un levier important, où là, les élus ont la main. Moi, ce que je voulais dire, c'était que le coût en termes de santé publique d'une mauvaise alimentation représente à peu près 4 à 5 milliards d'euros par an. C'est la croissance des affections longue durée payées entièrement par l'assurance maladie, que sont les cancers, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, donc une grande partie liée à notre alimentation. Et on voit aussi que, en termes de dégradation de l'environnement, notamment de la qualité de l'eau par les pesticides, là aussi on a des coûts qui se chiffrent à plusieurs milliards d'euros pour maintenir une eau de qualité. Donc c'est vrai qu'on a des leviers économiques supplémentaires pour finalement, et je ne parle pas du budget de la PAC qui représente à peu près 10 milliards d'euros, et c'est vrai que si on orientait tous ces budgets-là en soutenant une alimentation de qualité, je pense qu'on arriverait à résoudre plus facilement ce problème de surcoût qu'on a bien noté dans le programme Bionutrinet. Si on compare les personnes qui mangent beaucoup de produits bio, c'est-à-dire à peu près 70% de leur alimentation
à ceux qui n'en consomment pas du tout, le prix du repas, le prix des repas, enfin d'alimentation journalière, on est arrivé à 1,70 € de plus par jour, ce qui est pas beaucoup, mais beaucoup pour les gens en précarité. Voilà, on peut forcément le réduire hein, en optimisant un petit peu tous ces achats, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un surcoût. Alors, d'un autre côté, ce surcoût correspond aussi à une meilleure rémunération des agriculteurs. Ces gens qui font des produits de qualité, au moins, ils sont mieux rémunérés et on le sait, les agriculteurs bio aujourd'hui ont globalement une meilleure rémunération que les agriculteurs conventionnels, quoi. Voilà, alors, par rapport à ce que disait Philippe Lemonceau sur l'agriculture biologique, moi je pense que je l'ai trouvé un petit peu timide. Bon, déjà, dans les recommandations, c'est 20% de produits bio minimum dans la restauration collective. Mais enfin, il faut quand même voir le coût en termes de santé et de dégradation de l'environnement, notamment de la biodiversité, de l'usage des pesticides. Et c'est vrai que la décision qui a été prise aujourd'hui, je pense, de ne pas sortir du glyphosate, comme l'avait annoncé notre président il y a 3 ans, et de autoriser l'utilisation des nicotinoïdes, montre que la France n'est pas, enfin le ministère de l'Agriculture en tout cas, n'est pas du tout dans la bonne direction, quoi. Voilà. Donc, peut-être pour plutôt répondre aux questions, je dirais on a toutes les possibilités d'agir. Et puis avec cette idée aussi des plans alimentaires territorialisés, qui était une très bonne initiative de notre ministre de l'Agriculture, Le Foll, on a les moyens, on a le cadre, il y a l'urgence. La question, c'est comment on peut aller encore plus vite. Donc peut-être que je pense que les collectivités où on voit qu'on a aujourd'hui des élus prêts à accélérer cette transition, je pense que déjà via la restauration collective, je pense qu'on va pouvoir accélérer les choses. Merci beaucoup Philippe. Ben, nous sommes bien dans les clous. Il est 15h46, donc on va rendre l'antenne. Non, pas tout à fait. Mais je vous invite à aller maintenant vous brancher sur la deuxième table ronde là, qui suit sur justement l'accès économique, je dirais, à l'alimentation de qualité. Je remercie vraiment tous les intervenants. Ça a été très complémentaire et je pense que nous avons une vision assez intéressante, assez globale des différentes possibilités. Alors, on a fait qu'effleurer un certain nombre de choses, bien entendu. Il y a énormément d'actions qui se passent un peu partout. Mais cette question, effectivement, d'essayer de lier tous les éléments, c'est-à-dire en matière d'accès à l'alimentation, mais en matière de santé, en matière d'environnement, ça nous donne les indications sur lesquelles effectivement il faut qu'on puisse agir. Et puis là maintenant de se dire aussi peut-être, et c'est peut-être une possibilité pour répondre à cette question du surcoût, enfin qui n'est pas un surcoût, qui est le vrai coût par rapport à une alimentation de qualité, ben, c'est comment permettre aux gens peut-être d'avoir des revenus aussi plus importants. Merci à tous et bonne continuité pour tous ceux qui vont aller sur les autres tables rondes. Au revoir. Merci.